Alors, ils reprennent leur place. Nous prenons directement le troisième panel, un panel très intéressant. Est-ce qu'on peut m'afficher? Merci. Un panel très intéressant qui va aborder une thématique intéressante également, puisque ça regroupe que les jeunes qui vont aborder ces thématiques, mais des différents secteurs. Les panels s'intitulent La jeunesse congolaise, levier de la transformation numérique et boussole du développement. Ces panels vont réunir un expert en fintech, une dame qui est en développement web, un formateur en IA générative et un expert en cybersécurité. À tour de rôle, je vais, avec l'autorisation d'Anouarit, je vais inviter les différents panélistes. Tout d'abord, j'invite, est-ce que je peux bien le voir, s'il vous plaît, la régie? Je vais inviter Osnin Doubou d'abord, directeur général des Calix, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Expert cybersécurité, il va donner sa vision générale sur la lecture cyber du pays et comment il peut susciter les vocations dans ces secteurs. À ses côtés, nous aurons le privilège, j'ai vraiment besoin de voir les visuels, s'il vous plaît. À ses côtés, nous aurons un expert en fintech, finance digitale, qui est cofondateur de Vol2Pay. Je vous prie, mesdames et messieurs, d'accueillir Christelle Ilaka. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Alors, puisqu'il faut parler IA cette fois-ci sous format jeunesse et, je vais dire, intelligence artificielle générative, je vais inviter sous vos acclamations Félix Malou. Et bien vouloir me rejoindre, s'il vous plaît. Félix. Félix, vous pouvez vous asseoir de l'autre côté. Et enfin, il faut associer une dame pour ces panels qui est en développement web. Je vous prie d'accueillir Tracy Kishundu, fondatrice et CEO de Fly Nanga, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Bien fort quand même. Alors, ces panels sera modéré par une dame aussi qui est dans tout ce qui est toutes les questions liées au TIC, je veux dire technologie de l'information et de la communication. Elle est responsable TIC de SI, Jeunesse AV et ONG. Je vous prie d'accueillir Anouarit Maté, notre modératrice de ces panels, s'il vous plaît. Eh bien, je vous laisse la main, Anouarit, pour 1 heure avant notre pause déjeuner pour aborder cette thématique avec impact. Merci. Alors, bonjour à tous. Bienvenue encore dans les forums sur la gouvernance de l'Internet et bienvenue, chers panélistes. Je suis Anouarit Mat, il m'avait déjà présenté. Je travaille pour CIGENES avec comme responsable du programme TIC, comme technologie de l'information et de la communication. Nous, on est à CIGENES, on est avec les jeunes, on est avec ces jeunes qui ont à peine vu un iPhone, avec ces jeunes qui savent que la qualité des téléphones, c'est la photo, avec ces jeunes qui savent que avoir les téléphones, c'est faire des TikTok et des Snapchat. Alors, nous, on est avec ces jeunes, on essaie de leur dire que, à part tout ce qui est TikTok et Snapchat, il y a d'autres fonctionnalités dans les mêmes téléphones que vous pouvez exploiter pour votre bien et pour le développement du pays. Le panel s'intitule La jeunesse congolaise, levier de la transformation numérique et boussole du développement de la RDC. J'ai retiré deux groupes de mots, levier de la transformation numérique, boussole du développement de la RDC. Alors, je pense que nous tous, on a déjà eu à apprendre ce que c'est une boussole, ce que c'est le levier de la transformation. Alors, c'est nous, la jeunesse actrice. Alors, je vais vous présenter mes panélistes. Je reçois M. Osni Doubou, directeur général de Calix. Il est entrepreneur tech engagé. Osni représente une jeunesse visionnaire qui façonne l'écosystème numérique congolais par l'innovation, le leadership et la création de solutions adaptées aux réalités locales. Son intervention portera sur le rôle des startups digitales dans l'économie de demain, l'entrepreneuriat jeune comme réponse aux défis d'inclusion numérique et la nécessité d'un accompagnement stratégique pour propulser les talents congolais. Osni, vous pouvez juste faire un coucou. Voilà. L'autre intervenant, c'est Madame Tracy Kassindou. Tracy, une dame à la tête de Fly Nanga. Fly Nanga, c'est une start-up ici en RDC qui innove
dans la voie des colis de la RDC vers partout et de partout vers la RDC en utilisant les technologies des pointes. Tracy incarne une nouvelle génération d'entrepreneurs africaines qui connectent les continents et représentent la logistique par le digital. Tracy, vous allez juste faire un coup. Voilà. Merci. Je vous présente en troisième lieu, M. Christel Ilaka, cofondateur de VoltPay. VoltPay, c'est une application de la FinTech qui... Christel, il est entrepreneur et visionnaire, acteur engagé dans l'écosystème numérique. Il va partager son expérience sur les rôles stratégiques des jeunes dans la construction d'une RDC digitalement souveraine, innovante et inclusive. Bonjour Christelle, vous pouvez juste... Merci. En dernier, nous recevons M. Félix Malou. Félix Malou, il travaille dans la formation en intelligence artificielle. Il est fort de son expérience, il apportera un éclairage pointu sur la place des jeunes dans la révolution technologique en RDC. Il va notamment intervenir sur le rôle des jeunes talents dans l'appropriation de l'IA, des technologies émergentes, impact de la formation, de la recherche en IA sur le développement national, mais aussi importance d'une jeunesse outillée pour guider la transition numérique du pays. Alors, je tiens à les rappeler que moi, je suis population. Chers panélistes, je suis la jeune là qui a à peine vu un iPhone, qui est en train juste de lire les musiques en boucle et qui est en train de danser sur TikTok. Donc, vous allez me dire comment je dois faire pour que je sois le levier de la transformation, mais aussi la boussole du développement numérique. Alors, nous avons quelques questions qui vont guider nos échanges. Vous allez me donner 1 minute le temps que j'ouvre le document, s'il vous plaît. Alors, la première question, je vais directement l'adresser à Monsieur Félix Malou. Et il va nous parler juste des compétences numériques pour l'employabilité. Donc, vous allez juste vous être dans ce qui est compétences numériques pour l'employabilité. Donc, quelles sont ces compétences numériques que je dois avoir pour être employé? Voilà. La première question, c'est comment renforcer les compétences digitales de la jeunesse pour répondre aux exigences du marché? Et la deuxième, quelles sont les formations actuelles? Est-ce que les formations actuelles sont vraiment adaptées aux réalités technologiques qui nous attendent d'aujourd'hui, même de demain? Vous avez la parole, M. Félix. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Félix Malou, je suis formateur en intelligence artificielle générative et prompt engineering. En gros, ce que je fais, c'est que j'enseigne comment bien utiliser ChatGPT et ses collègues, si vous voulez. Merci. Alors, déjà rien que sur cet aspect-là, je fais une parenthèse très rapide avant d'aborder la question. Qui ici peut se dire être un virtuose du piano? C'est-à-dire un excellent pianiste? Il n'y en a pas? Celui qui joue bien au clavier. Ok, alors je peux vous garantir aussi que ici, personne d'entre vous n'est un excellent utilisateur de ChatGPT. De la même manière que ce n'est pas parce que vous savez taper sur un clavier de piano, que ça fait de vous un virtuose. De la même façon, ce n'est pas parce que vous savez ouvrir un ordinateur, aller sur chatgpt.com et commencer à lui poser des questions, lui donner des instructions, que ça veut dire que vous savez l'utiliser. Et donc, c'est ça mon rôle, c'est enseigner comment l'utiliser intelligemment. Et ça va de pair avec tous les écueils qui ont été mentionnés dans le panel précédent concernant les risques de l'IA, tant en termes de cybersécurité que pour le reste. Donc, c'est à ça que moi je sers. Maintenant, pour répondre à la question, les compétences qui nécessitent de savoir, entre autres, exploiter ChatGPT, le numérique, vont de pair avec des compétences qu'on appelle générales.
En anglais, on les appelle des soft skills. Et puis, il y a les hard skills. Vous ne pouvez pas avoir les hard skills sans avoir les soft skills. De la même manière, l'intelligence va avec la sagesse. Vous ne pouvez pas vous dire intelligent, mais ne pas être sage. Si vous n'êtes pas sage, vous avez juste un QI élevé et vous avez une intelligence émotionnelle qui est proche de zéro. Les grands chefs d'entreprise ont en général une intelligence émotionnelle qui est très élevée. Ce sont aussi des gens qui ont des QI importants. Mais les gens qui ont l'intelligence émotionnelle élevée, ce sont ceux qui engagent ceux qui ont le QI important. Donc, si vous voulez être le futur du pays, vous devez avoir les deux. Vous devez avoir les compétences techniques, et donc là, ce sera la maîtrise de l'IA en termes d'interaction avec elle, de communication, savoir ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire avec. J'englobe l'IA parce que c'est ce que je fais moi, mais donc ça va aussi avec vos compétences émotionnelles, vos compétences générales, la capacité que vous avez à être de bons professionnels, de bons humains. Parce que si vous n'avez pas ça, vous n'irez nulle part. Moi, dans mes formations, personnellement, parce que j'ai un fond, je suis dans l'IT depuis de nombreuses années, une partie de ma carrière, c'était dans l'IT, mais en réalité, je suis aussi un coach certifié. C'est-à-dire, je suis un accompagnateur certifié. C'est-à-dire, il y a une dimension très psychologique et même légèrement psychanalyste à ce que je fais. Et je sais très bien que lorsque j'enseigne comment utiliser l'intelligence artificielle, je ne fais pas que ça. Parce que si vous voulez changer le pays, vous devez vous changer vous-même. Si vous voulez que ce pays soit différent, vous ne devez pas faire comme vos prédécesseurs. Ce n'est pas parce que vous avez Internet que vous ferez différemment d'eux. Ce n'est pas parce que vous avez l'IA. Vous risquez au contraire de reproduire ce qu'ils ont fait par le passé, mais vous allez le faire encore plus vite qu'eux. C'est-à-dire, s'ils ont mal fait les choses, vous les ferez. Ce sera exponentiel ce que vous ferez. Donc, vous devez d'abord vous changer vous-même. Et moi, la méthodologie, en tout cas ce que je recommande en termes de compétences, la première compétence qu'il faut acquérir, c'est la remise en question. Qui est-ce que je suis et qui est-ce que je veux être? Une fois que vous saurez qui vous êtes, qui vous voulez être, vous verrez automatiquement, la vie va vous mettre en place des chemins qui vous amèneront à cette personne-là. Ça passera par des formations, ça passera par des rencontres, ça passera par du réseautage. Ça passera par le fait que vous avez déjà une intention sur le futur. Je veux être quelqu'un de bien, je veux que cette personne fasse en sorte que mon pays se développe, que ma famille se développe. Et ici, je dis bien ma famille et moi-même, ce n'est pas aux dépens des autres. Parce que ça, c'est ce qu'on a vu en RDC et au Zaïre depuis au moins 30 ans. On fait tout pour soi, mais au détriment du pays. Quand vous avez cette vision-là, vous verrez. Le reste, ça va. Parce que ce n'est pas ici que je vais vous dire, allez suivre telle ou telle formation. Des formations et des conférences, vous en avez plein. Mais c'est la manière ou l'état d'esprit que vous avez quand vous allez dans ces conférences-là qui est important, ce que vous allez en tirer. Donc, voilà la compétence principale que je vous demande d'avoir, c'est la remise en question. Et puis tout ce qui est aussi soft skills, ou si vous voulez, compétences générales qui sont en rapport avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Si vous voulez bien vous adresser à ChatGPT pour obtenir d'elle ou de lui, ça dépend comment vous l'appelez, le maximum d'informations, que ce soit aussi avec Gemini, Mistral, DeepSeek, tous les autres là. Vous devez être excellent en communication. Vous devez être de bons communicateurs. Un bon communicateur, c'est quelqu'un qui sait transmettre une information de la manière la plus structurée, précise et spécifique possible. Et c'est quelqu'un qui sait aussi intégrer l'information qu'il reçoit, qui sait l'exploiter. Si vous avez déjà ça, vous avez déjà tout, ou une bonne partie en tout cas. Le reste, moi je serai là après pour vous apprendre comment dire certaines choses à ChatGPT pour qu'il vous donne certains résultats spécifiques par rapport aux spécialisations vers lesquelles vous voulez aller, que ce soit en programmation, en analyse de données, en statistique, en finance, en marketing ou autre. Donc ça, c'était la première question. La deuxième, c'était? La deuxième, c'est les formations actuelles sont-elles adaptées vraiment aux réalités technologiques de demain? Merci. Alors, pour faire suite à ce que je viens de dire, la réponse sera non. Les formations actuelles ne sont pas adaptées parce qu'elles ne visent qu'un seul paramètre de votre personne, qui est en général, je dis bien en général, vos compétences techniques. Les compétences techniques, c'est sûr, vous allez en acquérir, mais c'est ce que vous allez en faire. Et vous ne pourrez réellement en faire quelque chose que
Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un changement de paradigme dans la personnalité, dans la vision de cette personne-là, dans les intentions de cette personne. Voilà pourquoi quand je dis non pour, il n'y a pas de formation adaptée à cette évolution technologique et numérique, c'est parce que je le vois moi-même bien en entreprise, je le vois à l'école. Les gens reçoivent des formations pour utiliser les technologies, mais la plupart des temps, ils n'appliquent même pas réellement ou n'ont pas les occasions, n'ont pas le matériel pour aller appliquer ça à la maison. Et parfois, ils n'ont même pas la passion. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est avoir un travail. Mais une chose qui est importante à voir, c'est tomber sur un formateur, tomber sur un professeur, parce que je dis bien professeur, parce que nous avons tous été élèves au primaire, au secondaire. Réellement, quand un cours vous passionne, c'est parce que ce prof vous a fait aimer ce cours-là. Et donc, c'est ça surtout qu'il faut, c'est développer une passion par rapport à ce que vous voulez. Cette passion-là va faire en sorte que vous allez chercher tout ce qui est possible et imaginable autour de ce domaine-là. Et ce qu'il faudrait donc, ce sont des formateurs et des formations et des enseignants en université ou des enseignants au primaire qui vous encouragent, qui vous donnent la passion et surtout qui sont complètes eux-mêmes, hein, parce qu'on en a parlé, la question qui était posée tout à l'heure, c'est qu'il y a des profs maintenant qui utilisent ChatGPT pour donner cours. Ces profs-là ne sont pas passionnés. Ce qu'il faut en fait, c'est que le prof en question lui-même se remette en question, qu'il se dise, mais est-ce que je suis bien à ma place? Et automatiquement, il va chercher de l'information d'une façon qui va passionner également ses élèves. Donc, moi, personnellement, je sais que la manière dont moi je donne mes formations et mes cours, c'est pour donner l'amour de l'IA. Dans mon cas, c'est l'IA. À mes élèves et aux étudiants ou aux employés ou aux cadres que je forme, puisque je forme pratiquement toutes les couches de la population, des élèves aux cadres. Et les formations que moi je vois, que j'observe, elles ne sont pas adaptées parce qu'il manque cette dimension-là dont j'ai parlé. Je vois que certains formateurs, ils ne sont pas à fond dans leur domaine. Et je sais aussi que beaucoup d'élèves, beaucoup d'employés, quand ils viennent en formation, ils viennent par dépit. Donc moi, ce que je recommande très fort dans les formations, c'est qu'elles s'adaptent par rapport à ça. Je parle des formateurs surtout. Merci beaucoup. Merci Félix pour votre intervention. J'espère que nous avons retenu les idées les plus grandes. Il nous a demandé de changer les mentales. Les enseignants comme nous, les jeunes, nous, la population, devons changer notre mental, notre façon d'apprendre et d'enseigner pour que nous soyons vraiment, vraiment préparés à tout ce que la technologie et même le développement de notre pays nous demandent. La deuxième question, je l'adresse à Monsieur Christel Ilaka de VoltPay. Et c'est la question qui tourne autour des innovations portées par les jeunes. VoltPay, notre innovation qui a été portée par des jeunes. Monsieur Christel, quels sont les projets innovants portés par les jeunes en RDC, si vous connaissez quelques? Bien sûr, VoltPay est déjà les premiers. Alors, une deuxième question, c'est comment créer un environnement favorable à l'émergence d'initiatives tech locales. Donc, si c'était vous, monsieur le ministre, ou bien je ne sais pas qui là qui est venu ici, qui veut vraiment créer un environnement favorable pour les jeunes, pour que VoltPay propulse et toutes les autres initiatives des jeunes, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut? Alors, merci pour la question. Bonjour à tous. Bonjour. Je pense que je vais commencer par répondre à la deuxième question. OK. Si ça dépendait de moi, ou bien qu'est-ce qu'il faut pour créer un environnement, je dirais plutôt un écosystème favorable qui fera que les startups ou bien les acteurs du numérique puissent évoluer. Moi, je dirais on doit commencer par la collaboration. D'accord. Pourquoi est-ce que j'ai dit collaboration? C'est parce que j'ai parlé avec plusieurs fondateurs, plusieurs acteurs du numérique, startups et compagnies qui font partie de certains incubateurs et autres. Et la majorité ne sont même pas clients des autres membres de leur cohorte, ce qui pose déjà un problème. Et l'autre chose, c'est que on ne collabore pas. Je ne sais pas que mon frère qui est juste à côté de moi peut être mon client, tout comme moi, je peux être son client. On n'a pas ce genre de collaboration. Je n'ai pas encore vu
à part la première personne que j'ai écoutée aujourd'hui, c'était M. Gad qui a parlé d'un consortium, d'un groupe. Mais ça, c'est ce dont nous avons besoin, beaucoup plus de collaboration parce que on doit pouvoir échanger. Moi, j'ai résolu un problème et ces problèmes, la société de telle personne a aussi ces problèmes-là. Alors, ils ont besoin de ce que moi j'ai résolu. Euh, donc, vraiment là, au niveau de la collaboration. Et ça va aussi au niveau des idées. On ne discute pas de nos idées parce qu'on a toujours peur qu'on puisse nous les voler. Voilà. On a toujours des idées géniales, ainsi de suite, mais qui en réalité n'y valent rien. Donc, si on peut au moins collaborer sur ces coups-là, discuter et échanger nos idées, à la fin, c'est l'exécution qui compte. Avoir des idées, c'est pas suffisant. Ça ne sert pratiquement à rien. Donc, discutons, collaborons, soyons ouverts. Et c'est ce qui fera même qu'aujourd'hui, moi, je peux créer une société. Je travaille sur ma société, je discute, mais j'atteins un niveau où je ne sais plus avancer. Mais le fait que j'ai dû collaborer avec d'autres fondateurs, d'autres chefs d'entreprise, demain, je peux leur dire, écoutez, chez moi, ça va pas. Il y en a un qui peut dire, écoute, je rachète ton entreprise, reviens avec ton équipe, vous allez travailler, on fonde une équipe. Donc ça, c'est comme moi, je peux dire. Alors, en termes de société, Quelles sont les entreprises ou alors les projets ou bien les startups, pour ne pas les appeler comme ça, innovants portés par les jeunes en RDC? Lesquels que vous connaissez, bien sûr. euh, il y en a pas mal. J'essaie de réfléchir. Honnêtement, ça dépend des secteurs. Alors, si je vais au niveau de l'éducation, je pense que il y a, euh, il y a une société, je pense, d'éducation. J'essaie de, les noms m'échappent, mais je pense que le fondateur, c'est Manix, si je ne me trompe pas. C'est School Lab, je pense. Non, School Lab, ça, c'est avec, Ça, c'est Cani. avec Pascal. Oui, il y a School Lab, mais il y a un autre, j'ai oublié le nom, il va vraiment m'excuser. Il y a C'est pas Choulé. Choulé. Voilà. Voilà, Choulé. Il y a Choulé. Je suivais bien leur modèle. Je pense que les modèles qu'ils ont est quand même intéressant. Euh, Je peux intervenir pour le soutenir sur cette question. Oui. Bonjour tout le Vous monde. pouvez ajouter. J'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de projets innovants en RDC. J'ai une bonne amie à moi que peut-être quelques personnes parmi vous connaissent, qui s'appelle Medicamentima, OK. qui a créé une application qui s'appelle Kissy App, donc pour vraiment contrôler tout ce qui est médicaments frauduleux. Elle Ok. excelle dans ce domaine-là. Cette Médical. technologie, en fait, vient vraiment aider euh, à, euh, à éradiquer, en fait, ces médicaments qui sont frauduleux. Et elle a remporté énormément de prix. Elle revient de très loin, Mehdi. Donc, voilà, il y a ce type de projet-là. J'ai un autre ami également, Jonathan Kadisha, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, mais qui connaît très bien Silicon Village, qui également innove dans le secteur de l'éducation. Là, en ce moment, il travaille sur une application qui permettra de vraiment mettre en place des cours, etc., pour aider les étudiants, en fait. Donc, voilà. D'accord, merci. Et on a entendu qu'il y en a vraiment de nombreuses initiatives, des projets innovants, tels que M. Ilaka Christel l'avait déjà dit, nous ne collaborons pas. Il a constaté que dans son expérience, nous sommes jeunes, peut-être que vous êtes là avec votre client, mais vous gardez quand même les secrets de votre projet pour vous. Vous êtes là-bas avec un collaborateur, quelqu'un qui peut financer, mais vous préférez soumettre ou bien appliquer à des projets, je ne sais pas, qui viendront d'où, alors que les gens là ne vous connaissent pas. Nous ne parlons pas de nos projets à nos proches parce que nous pensons qu'on va nous voler nos idées. Alors que si peut-être je vous parle de mon projet, vous pouvez me dire, d'accord, je l'achète et je vous engage. Dans tous les cas, vous gagnez, mais le projet a quand même eu la vie parce que garder seulement les projets n'est pas suffisant pour que les projets vivent. Voilà.
Alors, on va passer à une troisième question qui va nous amener dans les domaines entrepreneuriat digital et l'accès aux ressources. Monsieur Osni Oubou, je pense que je l'ai bien prononcé. Monsieur Osni, vous allez répondre à la question de savoir quels sont les principaux freins que rencontrent les jeunes entrepreneurs de la tech. Donc, les principaux freins, peut-être vous, chez Calix, y a-t-il eu des freins auxquels vous êtes, les freins que vous avez rencontrés quand vous êtes, lors du développement de votre projet? Alors, comment mieux structurer l'écosystème entrepreneurial jeune? Les financements, les incubateurs, les mentors, comment vous pensez qu'on peut facilement si c'était vous vraiment là-bas à la place du ministre de l'entrepreneuriat, on vous demande, les jeunes ont besoin de savoir, ont besoin de quelque chose de pratique. La structure, les mentors doivent être positionnés où? Les incubateurs, est-ce qu'on en a même au pays? Merci, je peux vous écouter. Alors, merci pour les questions. Je pense qu'elles sont intéressantes. Alors, déjà au niveau frein, je pense qu'il y a plein de freins surmontés ou surmontables au niveau des petites et moyennes entreprises qui typiquement seront liées à un contexte régional ou à un contexte local. Alors, spécifiquement, nous parlons des métiers du numérique ou des organisations qui travaillent essentiellement dans, dans cette industrie-là ou dans cette ligne-là. Alors, je dirais que l'un des freins serait, selon moi, lié à une mise en conformité. Donc, une rationalisation de la mise en conformité pour les petites et moyennes entreprises. Il y a plusieurs consortiums dans ce sens-là. Étant donné, par exemple, les entreprises qui travaillent dans le développement, il y a des fonds alloués au développement, mais pas forcément des fonds alloués à la mise en conformité de ces produits qui vont être peut-être intégrés dans des systèmes critiques. Et ça, c'est quelque chose qui va limiter, bien sûr, plusieurs entrepreneurs ou développeurs congolais, parce que je pense qu'il y a M. Guy Germain et plusieurs professionnels de la cybersécurité ici. Lorsqu'on vous présente un instrument ou une solution, un outil à intégrer à un système, voilà, s'il s'agit d'une institution, je dirais, de base, on peut facilement accepter, mais quand on va au plus haut niveau, on pose beaucoup plus de questions, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez répondu aux questions de tests de vulnérabilité? Comment est-ce que sont gérés les flux? Est-ce qu'il y a des revues de code actifs, dynamiques? Voilà, quelle est votre conformité par rapport à tel ou tel autre standard? Alors, c'est un frein, tout justement, qui stoppe. Voilà, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais qui stoppe plusieurs, je dirais, développeurs talentueux de s'interfacer avec des systèmes critiques au plus haut niveau. On est d'accord? Oui. Oui, parce qu'il y aura beaucoup plus de questions. Donc, cette question de mise en conformité à ces standards, enfin, de rationalisation est importante. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est dans une organisation et on répond à certaines questions d'un contexte local ou régional, il y a des fois où on le fait. Je pense que plusieurs jeunes le font avec, je dirais, une créativité, mais impressionnante, n'est-ce pas? Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de talent dans notre région. Mais alors, arrivé à ce niveau-là, on se demande, OK, on a des fonds, mais comment est-ce qu'on va les allouer par rapport à ces standards-là? Donc, c'est un frein qui est surmontable de plusieurs manières, n'est-ce pas? Il y a aujourd'hui des organisations auxquelles on peut se rapprocher pour faciliter ces mises en conformité en fonction des plus grandes institutions et qui peuvent aussi, bien sûr, faciliter cette entrée-là et l'utilisation des solutions régionales. Et dans la structuration, alors, comment mieux structurer l'écosystème entrepreneurial en RDC? On parle dans l'écosystème entrepreneurial jeune, on fait rapport au financement, incubateur et les mentors.
Vous pensez que les jeunes de la RDC, on a assez de mentors? Vous pensez qu'il y a assez d'incubateurs pour des projets numériques? Vous pensez aussi qu'il y en a des financements disponibles ou bien trouvables ou bien, selon vous? C'est une question complexe. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Vous avez Alors, mentionné- vous pouvez Oui, justement. rester dans la pratique, peut-être dans le cadre J'y de arrive. Calix. J'y arrive. Donc, comme j'ai mentionné, il y a bien sûr des freins, mais surmontés ou surmontables. Oui. Alors, au niveau de l'écosystème, il y a plusieurs éléments que vous avez peut-être mentionnés qui peuvent être des challenges. Bien sûr, la question du financement qui doit être rationalisé. Nous avons un secteur financier qui est ce qu'il est. Alors, je dirais plutôt, et vous avez mentionné aussi la question de monter en compétences, le mentoring, incubateur, etc. Oui. Bon, je pense que ce sont des éléments importants et ce sont des éléments il faut l'encourager. Ce sont des éléments qui de Oui, plus en j'aimerais plus- que... Justement, j'y arrive. Ok. Ce sont des éléments des éléments qui de plus en plus sont mis en pratique ou en effet dans notre pays. Alors, la question ou le point à rajouter que je dirais, c'est une contextualisation de ces ressources, n'est-ce pas? Par rapport à quoi? Par rapport aux enjeux liés au niveau local, parce qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas toujours pareils ou similaires à ceux qu'on verra en Europe, aux États-Unis. Bien sûr, il y a plusieurs éléments à prendre en compte et qui peuvent aussi pousser la créativité. Par exemple, j'ai eu plusieurs échanges avec des organisations qui produisaient des systèmes comme des serveurs, qui produisaient mais avec une particularité pour créer des systèmes qui sont compatibles à une faible bande passante, qui sont compatibles à une fluctuation, c'est-à-dire une mauvaise qualité de l'énergie, qui sont compatibles à des environnements peut-être plus chauds, avec des températures plus critiques. Donc, je dirais que les problèmes voilà, qu'on vit, qu'on a aujourd'hui dans le secteur numérique, sont spécifiques à notre pays, mais qu'on n'existe pas dans un vacuum, sont je dirais des contextes qui sont répliqués ou réplicables dans d'autres pays. Alors, il est important de rationaliser ou d'orienter ce domaine d'incubateur vers des solutions qui seraient plus adaptées à nos challenges de développement numérique. D'accord. Selon lui, on a besoin vraiment de solutions incubateurs, mentors, financement, mais adaptées à nos propres réalités du pays. Alors, oui, vous pouvez, monsieur. Alors, je veux rajouter ceci. Il y a des incubateurs qui sont là. Si vous voulez rejoindre un incubateur, commencez par voir qui sont les fondateurs de cet incubateur, qui sont les mentors dans cet incubateur. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui développe des solutions de la robotique et vous allez rejoindre un incubateur qui est concentré dans autre chose, par exemple les cinémas. Vous n'allez rien recevoir de là. Donc, regardez qui sont les fondateurs, qui sont les mentors dans cet incubateur-là et vous êtes dans quel domaine. Après, c'est là, structurez votre entreprise de telle sorte que vous puissiez vous arrivez à un niveau où on peut vous financer. Et ça, vous parlez des cap tables. Okay? Si vous êtes une startup, faites la recherche sur c'est quoi une carte et cap table. Je ne sais pas la traduction en français, vous allez m'excuser. C'est tout simplement la structure de votre entreprise, les parts de votre entreprise. Okay. Qui sont membres de l'entreprise, ils ont quel pourcentage, ainsi de suite. Et lorsque vous préparez à lever des fonds, comprenez les différents outils de lever des fonds. Et vous êtes à quel niveau de votre startup? La majorité des startups au Congo, nous sommes encore au niveau des pre-seed, même pas au niveau des seeds. Je ne pense pas qu'il y ait une société qui a déjà levé les seed rounds ici. Le fait que nous sommes la majorité d'entre nous au niveau des pre-seeds, trouvez les outils qui sont nécessaires pour les pre-seeds. La plupart des temps, vous allez lever avec les safe notes. Safe, je ne sais pas comment traduire non plus, c'est simple Agreement for Future Equity, tout simplement.
Et ça vous permettra, c'est que vous puissiez avoir un fonds qui va vous permettre d'arriver à un certain niveau. Mais autre chose, lorsque vous levez à ces niveaux-là, au niveau des pre-seed, à chaque niveau de levée, vous devez aussi comprendre les différents niveaux. Il y a les pre-seed, il y a les seed, il y a les series A, et ainsi de suite. OK? Lorsque vous levez les pre-seeds, ne vendez pas plus de 20% de votre société. Gardez toujours le contrôle de votre société. Donc, à chaque round, avant que vous arriviez à Series A, vous devez toujours être l'actionnaire majoritaire. Donc, c'est ce que je pouvais ajouter. Voilà, merci beaucoup. C'est l'expérience qui parle. J'espère que les entrepreneurs et nous, les jeunes du quartier qui sommes ici, on est en train de comprendre que quand on arrive à telle étape, voici les limites. Je ne dois pas dépasser, comme vient de nous le dire, ne dépassez pas plus de 20% d'actions dans votre entreprise. Rassurez-vous que vous gardez toujours, pour ne pas dire la bande. Alors, Madame Tracy, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, si je peux me permettre, je voulais juste rajouter qu'il faut aussi aller les chercher, tout ce qui est incubateur, mentor, etc. Il faut être là quand il y a des événements comme ça, il faut vraiment s'inscrire, participer, aller chercher ces opportunités-là. Il ne faut pas attendre que les gens viennent toquer à votre porte pour vous dire, tiens, j'ai vu ton projet. Non, comme il disait mon frère, voilà, vos idées, il faut en parler, il faut partager, etc. N'ayez pas peur que quelqu'un voilà, connaît mon projet, donc c'est bon, on va me voler le projet, que je ne sais quoi, tel sorcier du village va m'empêcher de réussir mon projet. Non, il faut arrêter de penser comme ça, franchement. Il faut vraiment partager vos projets, participer à des concours. Je crois qu'il y a certaines entreprises, par exemple Total Energy, il y a un concours, des prix à gagner. Voilà, n'hésitez pas vraiment à oser, en fait, à participer à des concours. Moi, juste avant de venir, je suis arrivée hier à Kin. J'ai participé à un concours en France, mon premier concours de pitch, et je suis arrivée deuxième lauréate au concours. Et ça m'a permis vraiment de débloquer beaucoup de choses, des partenariats que j'aurais même pas pu imaginer. Donc vraiment, voilà, oser, c'est comme ça que vous allez attirer l'attention et gagner des partenaires, des mentors pour vraiment vous épauler dans votre projet. D'accord. Si je comprends bien et en résumant toutes vos interventions, les mentors, les financements, les incubateurs, tout est structuré. Seulement nous qui avons des projets, chers jeunes, osons. Sortez de votre zone de confort. Parlez de votre projet à quelqu'un. Vous ne savez pas s'il peut être ou votre client ou quelqu'un qui vous finance ou même l'incubateur qui va propulser votre idée. On va rester toujours chez Tracy pour la 4e question de ce panel. Elle va tourner autour de la participation à la gouvernance du numérique. Alors, la question dit quelle place occupe aujourd'hui la jeunesse dans les processus de décision liés à l'Internet et au digital? Tracy. La 2e question, comment garantir une gouvernance plus inclusive et représentative des aspirations des jeunes? Donc, c'est comme si on est en train de donner des recommandations à nous les jeunes. Qu'est-ce que nous pensons que les gouvernants peuvent faire pour nous inclure, pour nous garantir une gouvernance inclusive et représentative? Ok, merci pour cette question. Je vais tenter d'être brève, concise et claire. À tous les jeunes, bon, moi j'ai 28 ans, je ne suis pas encore vieille fille là. Ok. Qu'est-ce que je peux dire? C'est vous les jeunes, c'est vous la jeunesse, enfin, c'est nous tous là. Oui, nous. N'attendez pas que on vous inclut dans ça. Là, les jeunes, c'est vous les porteurs de projets, c'est vous qu'on attend en fait. Donc, il faut vraiment s'imposer et créer ces opportunités-là pour vous, pour que votre voix soit entendue. Aujourd'hui, comme on dit, il y a beaucoup de plateformes, TikTok, Instagram, etc. C'est à vous de vous imposer. Si vous attendez que le gouvernement fasse pour vous, vous allez attendre longtemps. Là, je parle vraiment dans ce pays-là, vous allez attendre longtemps. Donc,
c'est à vous de vous inclure en fait directement dans cette gouvernance. Vous pouvez tellement faire des choses avec Internet aujourd'hui et vraiment déplacer des montagnes. La deuxième question. Ça, c'était la deuxième. La première disait, Pardon. quelle place occupe aujourd'hui la jeunesse dans les processus de décision liés à l'Internet et au digital? Donc, la place de la jeunesse dans les processus de décision liés à l'Internet et au digital. Aujourd'hui, les jeunes, on occupe une place primordiale, la première place, parce que c'est nous qu'on attend pour les prochaines... tout ce qui est en train de se faire, en fait, ça se joue sur nous. C'est pas les générations d'avant qui vont le faire. C'est vraiment à nous, comme je disais, en fait, de nous imposer. Notre place, elle est vraiment très importante. L'Afrique, c'est vraiment le continent qui a le plus de jeunes, en fait, dans tout le monde. Et on est très attendu sur beaucoup de choses, que ce soit dans le secteur de l'informatique, des innovations, et aussi en dehors de cela, pardon, dans l'immobilier, etc. On est beaucoup attendu. Donc, je ne sais pas ce que je peux ajouter de Merci plus, beaucoup. mais, Merci. OK. Oui, une minute. OK, en une minute, ce que moi je recommanderais, parce que quand vous êtes seul, vous n'êtes rien. Voilà. Excusez-moi de dire ça comme ça. Quand vous êtes juste seul entre vous, enfin vous tout seul, vous n'arriverez pas très loin. Vous devez vous associer. On en a parlé. S'associer, pas uniquement avec des personnes qui sont dans le numérique, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, mais vous associer avec des personnes, d'autres jeunes comme vous, le même âge, les mêmes promotions que vous, qui ont des expertises d'un point de vue juridique, d'autres personnes qui font Sciences Po, donc des personnes qui ont des compétences diverses dont l'objectif serait de pousser le numérique de la jeunesse congolaise. Parce que lorsque vous avez plusieurs individus qui ont des pieds dans plusieurs domaines, vous augmentez vos chances d'influence et surtout vous êtes en nombre. Plus vous êtes nombreux, plus vous aurez un impact. Et donc, c'est votre génération qui finira bien par prendre le pouvoir un jour. Donc, autant déjà vous préparer maintenant avec des personnes qui ont déjà les expertises, comme je dis, juridiques ou politiques, qui permettent de pousser les idées que vous aurez développées quelques années plus tôt en termes de développement numérique de la RDC. Donc, ne visez pas que le numérique. Merci beaucoup. Visez le reste. Merci Félix pour cet ajout qui est vraiment important. Alors, on va poser une dernière question, mais c'est une question adressée et aux panélistes et nous les participants. Et on va directement prendre la vague des questions, je ne sais pas, on va prendre deux et on va finir. La question nous amène dans le monde inclusion sociale et transformation. Alors, on veut savoir, on est la jeunesse congolaise, nous sommes les leviers de la transformation et la boussole du développement de notre pays. Alors, qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons faire? Qu'est-ce que vous pensez que, et nous les jeunes, et donc c'est comme les recommandations, qu'est-ce que nous les jeunes pouvons faire pour que les digital ou bien les numériques soient vraiment les vecteurs de justice sociale et d'inclusion? Comment le numérique peut-elle devenir un vecteur de justice sociale et d'inclusion? Une deuxième petite question, le numérique peut-il réellement réduire les inégalités et offrir des opportunités durables aux jeunes dans les milieux défavorisés? La question est de savoir, est-ce que nous pensons que le numérique peut vraiment réduire les inégalités sociales et offrir des opportunités durables aux jeunes dans des milieux défavorisés? Alors, on va prendre, je ne sais pas si le protocole peut prendre un micro qui va circuler là-bas. On prend des questions de ce côté, des questions là-bas. Si vous avez la réponse à l'une des questions qu'on a posées, vous répondez. Et si vous avez aussi une question adressée à l'aide de nos panélistes, vous posez comme ça, une minute, et puis on va...
D'accord. Oui, je voulais contribuer avec un petit truc. Je pense que merci encore une fois à Norit pour cette belle collaboration. Mais avant d'aller plus loin, avant de donner des questions, je voulais quand même, si vous allez me permettre, que je demande un peu, puisque la dernière question, elle est encore pertinente selon vos domaines respectifs. Vous avez par exemple le fintech, vous avez la cybersécurité, l'intelligence artificielle et tout ce qui est développement web. Quel est le message clé en tant que voilà, ces jeunes entrepreneurs, cet utilisateur du numérique à bon escient que vous pouvez adresser à cette jeunesse pour justement s'intégrer, soit s'approcher plus de la transformation du numérique? J'aimerais bien donner spécialement, si vous m'autoriserez, à Christelle de me dire quelle a été vraiment l'envie, quelle a été vraiment la motivation pour lui d'intégrer le secteur de FinTech et justement donner deux, trois recommandations avant la fin de ces panels, parce que je voulais quand même qu'on aille à cette attitude. Merci, vous avez la parole. Merci. Je pense que cette question va répondre à la question d'Anouarit, je pense la deuxième, sur l'inclusion. Le numérique va réellement réduire ces gaps-là. Je vais donner mon parcours à moi comme réponse. J'ai fait mes études à l'université de Lubumbashi, j'ai fait l'économie et après cela, je me suis retrouvé, si vous regardez mon LinkedIn, j'ai travaillé pendant 4 ans chez Google à New York et à Toronto comme ingénieur, développeur chez Google. Alors, si ce n'était pas pour le numérique, je ne peux pas partir de gestion économique à Lubumbashi vers ingénieur chez Google à New York. Ça, ce n'est que possible avec le numérique. Et ça revient maintenant à la question de Sony, c'est que la motivation pour laquelle je suis dans la fintech, c'est parce que au niveau quand on parle de numérique, au niveau de la RDC, les marchés, il est pratiquement vide sur tous les terrains. Vous prenez fintech, vous prenez éducation, vous prenez médecine, vous prenez transport, ainsi de suite. C'est vraiment vierge. Moi, je me concentre au niveau de la fintech parce que mon cofondateur et moi, nous avons passé beaucoup plus de temps dans les systèmes de paiement. Mon cofondateur était ingénieur chez Airbnb à San Francisco et il a travaillé pendant plus de 7 ans et il était dans les histoires de paiement de Airbnb, comment résoudre lorsque vous voulez faire un paiement. Il a passé beaucoup de temps, il essaie d'intégrer les moyens de paiement que nous utilisons en Afrique dans Airbnb. Et c'est de là même qu'est venue l'idée de VoltPay. Parce qu'il voulait à tout prix intégrer les systèmes de paiement, notamment les mobile money et tout, dans Airbnb. Donc, aujourd'hui, on est dans VoltPay. On voit l'opportunité qu'il y a en termes de numérique, en termes de digitalisation. La fracture numérique, elle est énorme. Mais les jeunes qui sont là, rassurez-vous qu'il y a lieu de vraiment, c'est comment dire, de faire un grand saut, de leapfrog, tout ce qui est déjà passé et réduire cette fracture-là. Et une recommandation peut-être? La recommandation, c'est n'attendez personne. N'attendez pas non plus qu'on puisse réguler ces secteurs. Innover d'abord. Les régulateurs viendront bien après. Merci beaucoup. J'ai aimé ce mot, merci. Alors, comment il s'appelle? Osmi, je vais m'excuser, je maîtrise bien le nom, mais c'est parti. Pour les comptes de Calix, quel est le message clé à tout jeune qui aimerait bien entreprendre dans la cybersécurité et une recommandation? Alors, je ne peux pas dire que il y a une facilité dans quoi que ce soit dans un domaine qui est aussi critique et qui touche à des systèmes aussi critiques, qui peuvent paralyser une bonne partie du pays. Ce que je dirais, c'est d'encourager un intérêt dans les compétences très techniques, les compétences très avancées, de ne pas être intimidé par la complexité des choses, parce que ce sont des éléments qui doivent et qui vont revenir. Voilà. Et ce sont des éléments qu'il faut développer. Et qu'il faut développer, bien sûr,
Il y a beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, on est dans un monde moderne. On a beaucoup plus d'accès à des ressources que c'était le cas il y a de cela 10 ans. Alors, il est important, bien sûr, de se focaliser sur les solutions qu'on a, voilà, les solutions de paiement, de digitalisation, d'optimisation, mais ces solutions ne peuvent pas avancer, subsister sans cette facette de sécurisation. Et de sécurisation dans un contexte de transformation digitale, dans un contexte d'augmentation de volume ou d'attaque de plusieurs vecteurs, il est important d'avoir cet élan-là, de mettre en conformité ce qu'on crée, ce qu'on produit, n'est-ce pas? Et cela, bien sûr, va ouvrir des portes, non seulement au niveau local, mais au niveau régional et international. Parce qu'il y a des solutions, je dirais, créées en RDC qui, de par la nature, de par les challenges qu'ils avaient, répondent à des questions qu'on a au niveau international aujourd'hui. Je l'ai mentionné, par exemple, les questions d'énergie. Ici, on travaille avec une limite en termes de qualité d'énergie. On a trouvé beaucoup de solutions. Et avant, partout dans le monde, on n'y pensait pas parce que c'était inutile. Mais aujourd'hui, avec le changement climatique, avec les régulations qui demandent de plus en plus aux sociétés. Aujourd'hui, même lorsqu'on choisit des data centers, on veut savoir si ces data centers sont écologiques dans le monde à cause des régulations. Mais ce sont des choses qu'on a développées sans le savoir parce qu'on avait des problèmes d'électricité, n'est-ce pas? Et alors, on a ce côté-là d'innovation qui maintenant revient, qui maintenant rejoint la courbe de transformation digitale globale, parce que c'était des problèmes qu'on avait avant, mais sans ce vecteur-là, sans cet élément-là de sécurisation des données, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. On va prendre des applications qui vont rester ici, que personne ne va utiliser, parce qu'à la fin, ça fait rentrer des vulnérabilités. Alors que si aujourd'hui vous vous présentez au niveau africain, avec votre application et dire, OK, tiens, j'ai cette application qui répond aux questions, n'est-ce pas? Qui répond aux questions qu'il y a. Mais cette application répond aux standards ABCDE. Cette application est testée 3 fois par an. Avant chaque update, on a tel standard de mise en conformité, on a des tests de résistance aux attaques, on a des tests de breaking point, on a tout ce genre de choses. Et c'est important de s'y focaliser. Par exemple, j'ai bossé avec des équipes dans des projets il y a quelques années. Bon, et j'y continue. Et lorsqu'on discutait au départ, moi, la question qu'ils posaient, c'était même pas pour qui vous travaillez, c'était carrément qu'ils travaillent avec des producteurs d'outils, et je vais finir par là, comme par exemple des pare-feux. N'est-ce pas? Quand il y a Cisco qui conçoit ses pare-feux, Cisco, Fortinet, ils les ramènent chez ces gars-là, et ces gars-là vont les bombarder de trafic et faire toute une série de tests. Et c'est en fonction des résultats de ces tests-là qu'on va écrire les white papers. Aujourd'hui, qu'on se réfère en société avant d'acquérir. Et leur cœur de métier, c'est juste de tester ces outils-là. Alors, ce genre, beaucoup d'éléments de ces outils sont disponibles. Que ce soit en open source, ou soit en freemium, ou soit pour le volume des outils qu'on a aujourd'hui en RDC. Il y en a qui s'amusent à les utiliser pour attaquer des systèmes, mais ils peuvent être utilisés, bien sûr, pour tester des systèmes en interne. Et voilà, lorsqu'il y a déjà une petite base, parce qu'on ne peut pas être le créateur et le testeur, n'est-ce pas? Il y a les règles de séparation des tâches. Mais lorsqu'on ramène un outil où on a déjà fait la base de vérification, ça coûte beaucoup moins cher au niveau du third party, ça coûte beaucoup moins cher au niveau des validations, et puis bam, on se retrouve avec des systèmes qui sont interconnectés dans le monde. Donc, et bref. Donc pour clôturer, je dirais qu'il faut aujourd'hui avoir le zèle d'adapter nos systèmes aux standards internationaux. Sinon, on sera limité. Merci, Osni. Voilà, donc Félix, vous êtes formateur IA générative. Quel est le message clé que vous voulez adresser à la jeunesse en entreprenant dans ces secteurs et aussi à susciter des vocations pour certains? Alors, premier message important, le numérique et l'intelligence artificielle, ce sont des leviers. C'est censé vous aider à atteindre des objectifs. Ça ne doit pas remplacer ce que vous faites, ça ne doit pas remplacer qui vous êtes, parce que sinon vous êtes remplaçable. Donc, utilisez la technologie comme levier, comme tremplin, comme l'a dit Christelle en quelque sorte tout à l'heure. La deuxième chose, c'est agissez.
Que vous soyez amateur dans votre domaine ou que vous ayez un peu plus d'expertise, passez à l'action. Faites des choses, tant sur les réseaux sociaux, mais aussi en face à face. Car c'est avec l'action que se construit l'expérience. Et en dernier, je pense à ce que je réfléchis à ce à quoi je pensais. Oui, en dernier, apprenez à communiquer. Parce que une partie de ma formation, c'est que je suis un licencié en communication. Et la communication est très importante dans votre présentation, dans la manière dont vous vous présentez face au monde professionnel, surtout avec l'expertise que vous avez construite. Vous devez vous vendre. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire le terme se vendre, mais c'est qu'en fait, en réalité, quand vous croisez des gens qui ont déjà un certain statut, un certain niveau, ils vous jugent au premier regard. Quand vous venez déjà avec un poids d'expérience, mais aussi de présentation, de communication, automatiquement, vous passez à un autre niveau pour cette personne-là. Il vous considère. Que ce soit, là, je parle tant de l'expression orale que de l'expression écrite, la manière dont vous êtes, ça joue énormément. Donc, travaillez à la fois sur votre expertise, sur qui vous êtes à l'intérieur et sur un peu aussi qui vous êtes à l'extérieur et comment vous vous présentez. Et là, le numérique vous aidera, puisque, comme je l'ai dit, ce n'est qu'un outil, et pas lui qui fera le travail pour vous. Merci. Merci. Un mot très important justement pour la fin. Et Fly Nanga, Oui. vous êtes parmi des rares femmes qui entreprennent dans le secteur des technologies. Ce n'est pas souvent très facile. Vous n'êtes pas nombreuses dans ce secteur. Quel est le message clé que vous pouvez adresser à toutes ces femmes qui seront peut-être passionnées par votre mot à entreprendre dans le secteur du numérique? Oui. Alors, du coup, je n'ai pas présenté mon application, donc Fly Nanga, pour ceux qui savent. Fly Nanga. OK, donc s'envoler avec moi en anglais et en lingala. C'est une application qui révolutionne l'envoi de colis de l'Europe vers l'Afrique et bientôt de l'Afrique vers l'Europe. On met en connexion des expéditeurs, des voyageurs et des agences d'expédition pour l'envoi de colis, pour vraiment fluidifier ces échanges, parce que la livraison collaborative, ça existe depuis très longtemps. Mais là, on est en 2025, il faut numériser, digitaliser toutes ces choses qui sont faites de manière informelle. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de créer cela, de créer cette application. Ce que je peux dire vraiment pour encourager les jeunes et surtout les jeunes femmes, c'est d'oser entreprendre dans même les domaines qui vous font peur, les domaines qui sont dominés par la gente masculine. Vous avez une idée, mettez-la par écrit, voyez en fait où vous pouvez apporter des solutions en fait à votre peuple, où vous pouvez apporter vraiment des choses innovantes. C'est ça, innover, c'est vraiment prendre quelque chose qui existe déjà et de renouveler, de créer quelque chose de nouveau. Donc n'ayez pas peur en fait de mettre un pied là où vous voyez déjà des obstacles, parce que c'est dans ces domaines-là qui vous font peur et où il y a des obstacles que vous allez vraiment beaucoup apprendre, beaucoup apporter aussi aux autres. Ne voyez pas votre intérêt, mais voyez celui des autres. Vous ne pouvez pas bâtir de grandes choses sans vous demander qu'est-ce que moi je peux apporter. C'est ça la vie en fait. C'est ça, faire de grandes choses. C'est qu'est-ce que moi je peux apporter aux autres. Il y en a ici, je suis sûre, vous voulez devenir millionnaire, être connu, faire voilà, de grandes choses. C'est qu'est-ce que vous allez apporter aux autres. C'est pas moi. Parce qu'on est dans une société qui est omnibulée par le moi. TikTok, c'est ça. Je fais des vidéos de danse, ce genre de choses. Je me montre, voilà. Pensez aux autres. La première chose quand vous vous levez le matin, où est-ce qu'il y a un problème? Quelle solution je peux apporter? Comment je peux innover? Comment je peux venir bâtir quelque chose qui va impacter ma génération? Voilà. Merci Tracy. Mettez votre pied là où vous voyez des obstacles. Même s'il y a les abeilles, il faut aller piétiner là-bas. Alors, on va passer à la dernière étape, les questions. Il y a une main ici. Juste une, deux. Ici, c'est déjà bon. De l'autre côté, on prend et monsieur là derrière. Et bon, on va y aller, vous deux. Ça va être... Bonjour, moi c'est Jérémy Kouyenandongala. Ma question, elle est un peu pour monsieur. Vous avez dit comment dire, il faut
aller vers les autres OK. et comment on gère les guerres d'ego. Parce que l'un a son ego et l'autre a son ego. Et quand peut-être que par rapport à l'idée que tu avais, mais l'autre personne te montre que ton idée est peut-être pas faisable à ce niveau, mais d'une autre manière. Comment on gère les égos, en fait. D'accord, merci. Il y avait quelqu'un derrière vous. On ramasse toutes les questions et les réponses viendront à la fin. Ok, moi j'aime bien répondre directement. Non, s'il vous plaît. Non, ça va nous prendre beaucoup de temps. Rebonjour, j'avais déjà posé ma question lors de la première panel, mais je ne voudrais plus répéter, OK. sauf que je préfère formuler quelques recommandations. Voilà. Bon, puisqu'on parle on parle du numérique, l'innovation, l'intelligence artificielle, moi je voudrais qu'on se focalise pas seulement sur les personnes qui ont des cinq sens de la vie. Je peux, si vous pouvez me permettre, citer. C'est pourquoi on veut que l'Internet soit inclusif. Ça passe par DJ, les micros. On peut aussi écouter comme ça. Et concrètement, vous pouvez lui donner le micro, s'il vous plaît. Oui. Chers amis, tolérance, hein, tolérance. Tout ce que je suis en train de dire, Oui. je ne ramasse pas. Après avoir sillonné quelques pays et je suis rentré, j'ai vu la manière S'il vous plaît, s'il vous plaît. après avoir passé dans plusieurs pays et Oui. je vis la manière où se passe dans notre pays. Quand on parle du numérique, l'innovation, Oui. vous savez que dans d'autres pays, il y a des personnes, par exemple, qui ne voient pas. Ils ont des casques. Oui, on a C'est que- besoin de congrès. Oui, oui, j'ai formé des Recommandations recommandations. concrètes. Qu'est-ce que vous pensez? Mes recommandations, Voilà. les experts en la matière de l'intelligence artificielle, de l'innovation du numérique, doivent aussi penser à cette personne-là. Pourquoi? En créant des outils, des matériels Cher sophistiqués Onésime, qui peuvent leur permettre de mieux aussi être parmi les personnes qui ont des cinq sens de la vie. merci beaucoup. Les jeunes, on a du pain sur la plage. Allons-y construire des solutions qui vont aussi prendre en compte les personnes malvoyantes, les aveugles, ceux qui n'écoutent pas, pourvu que l'Internet, le digital en RDC soit vraiment inclusif. Attendez, on va y aller. Vous aurez les dernières paroles. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Manjolo Lungumba Pavoudi. Ma question s'adresse à Monsieur Félix. OK. Monsieur Félix, vous nous avez dit que vous êtes mieux placé pour nous expliquer comment utiliser l'intelligence artificielle. Mais avec l'évolution de cette dernière, nous avons comme impression que cela pourrait remplacer quelques emplois. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que nous pouvons gérer cette transition? OK. Juste derrière vous. Les micros, ça ne marche pas. Les micros, ça ne marche pas. Oui, ça. Bon, en attendant, pour gagner du temps, vous pouvez vous lever, peut-être on va écouter. OK. On a besoin d'un démo, cher Félix. OK. Peut-être dans les couloirs. Alors, juste derrière vous, il y avait quelqu'un qui avait demandé la parole. Moi, c'est Kika. OK. J'ai une question, un petit commentaire à faire. En fait, la question s'adresse principalement à M. Félix. Moi, je pense, de mon point de vue, je ne suis pas dogmatique, mais je pouvais changer mon point de vue. Pensez que l'IA va évoluer et faire évoluer l'éducation ou aboutir plus de gens, aboutir l'éducation. Parce qu'à mon point de vue, l'IA disponibilise l'information. Mais on a accès à l'information, mais cela ne veut pas dire qu'on a le savoir. Moi, je parle ça parce qu'il y a quelques mois, dans l'entreprise où je travaille,
il y avait un stagiaire qui est arrivé, mais je suis développeur, il utilisait l'IA. C'est un vibe coder. Il travaille avec l'IA. Mais après, moi, je trouve c'est intéressant. Ça, il part vite. Après quelques années, quelques mois, ça fait 3 mois, moi, je travaille dans les back-end et lui, il travaille dans les front-end. Mais je ne connais pas trop les front-end, je n'aime pas. Et parfois, j'essaie de toucher au code des front-end. Je suis allé voir ce qu'il a fait. Je dis, c'était n'importe quoi. Voilà. Pourtant, il se disait qu'il faisait que moi, je dis, c'est intéressant. Alors, Quand on enlève l'IA, la personne ne connaît pas grand-chose. C'est ça, parce que le monsieur qui parlait, son enfant qui a fait un devoir avec l'IA, je pense qu'il a fait un devoir. Mais est-ce que si tu lui poses la question, qu'est-ce que tu as compris? L'IA, c'est l'a aidé juste à apprendre une réponse à une question, il met sur les papiers, c'est fini. Après, il n'a rien compris. Monsieur Félix, vous pensez que l'IA va nous abrutir ou bien ça va nous révolutionner? Je n'ai pas vu quelqu'un qui a donné une recommandation ou bien qui a même répondu, à part monsieur qui nous a parlé de l'inclusion chez les aveugles et les personnes qui n'ont pas tous les 5 sens. Alors, je prends une dernière main, c'était une dame là à la fin. Elle avait déjà demandé, je ne sais pas si vous pouvez, comme le micro va prendre longtemps pour arriver là-bas, vous vous levez juste et peut-être on va écouter. OK. OK. Et formation d'apprentissage. Aujourd'hui, grâce au numérique, on a des formations en ligne, les autres qui sont gratuits et il y a les autres qui sont moins coûtées. Voilà. Alors, déjà, avec ça, ça facilite presque tout le monde d'avoir accès à la formation ou au cours en mode gratuit. Et puis, toute personne peut avoir la compétence de ce qu'il a sans pour autant tenir compte de son zone géographique ou bien de ses moyens financiers. Merci beaucoup pour votre réponse. Mais, messieurs, vous avez une partie de la réponse, mais je sais que votre problème est au niveau de la RDC. Qu'est-ce que nous avons des congrès qui donnent accès à tout le monde? Alors, on va faire les derniers tours des micros. Si on commence par monsieur Christelle, comme il a déjà eu deux questions, et on va finir. On commence par Christelle. On part chez Félix et on finit par les deux. OK. Alors, les derniers mots juste et répondre à la question. La question, c'était sur l'alter ego. Je ne me rappelle plus le nom du monsieur, vous allez m'excuser. Lorsque vous voulez discuter avec une autre personne à propos de votre idée, vous devez vous attendre à ce que cette personne puisse la trouver géniale, tout comme puisse la trouver pas du tout géniale. Et lorsque vous êtes entrepreneur ou bien vous êtes, pas seulement entrepreneur, en général, ça c'est un conseil. Demain, vous voulez travailler en entreprise, à chaque fois que vous arrivez à la porte de chez vous, laissez votre ego à la maison. Parce que si vous voulez devenir meilleur, je joue au basket, il y a quelqu'un qui me disait toujours, si tu veux devenir un bon basketteur, il faut que tu acceptes que l'aveugle puisse te conseiller. Je me disais, mais attends, quoi? Il ne sait pas, il sait pas me voir jouer. Mais c'était une façon pour dire, sois suffisamment humble pour écouter et ne pas essayer de mettre ton ego de l'avant. Si tu mets ton ego dans l'entrepreneuriat, dans les business, dans l'entreprise, vous n'allez mais pas du tout aller loin. So, check your ego. Laissez ça. Quand vous vous réveillez, vous faites tout avant de quitter la maison, laissez votre ego à la maison. Et si vous ne le laissez pas votre ego à la maison, je vous ai recommandé de communiquer, de collaborer, ainsi de suite. De grâce, ne venez pas me parler. Parce que je vais vous dire la vérité que vous ne voulez pas écouter. Et je suis trop direct. C'est souvent pas beau. OK? Tout simplement parce que c'est l'idée que je vais critiquer. Ce n'est pas vous la personne que je critique. Il y a une différence. L'ego, c'est lorsque je critique votre idée et vous prenez ça personnellement. Moi, ça ne compte pas. De mon côté, rassurez-vous, il y a des gens qui m'ont déjà dit que, bon, ton idée, il était nul à chier. Ouais, c'était bon, c'est vrai. Je me remets en question. Demain, après, tu regardes, tu te dis,
Ah, mais oui, tu avais raison. Et je vous informe, quand vous parlez d'ego, vous ne voulez pas écouter ma conversation avec mon cofondateur. On s'attaque par moment que si vous n'êtes pas fort mentalement, vous allez vous dire, mais ces deux-là, ils ne s'aiment pas. Mais on s'aime beaucoup, on s'entend très bien. Mais je viens avec une idée, j'ai fait les designs de la carte Volpé, tout ça, tout ça. Je balance dans l'équipe. Moi-même, je me dis, ouais, j'ai passé toute la nuit, c'est bon. Mais les gars, il faut voir comment ils m'ont descendu. OK? Mais ça, c'est parce que ils ont critiqué l'idée, mais pas la personne que j'étais. Donc, l'ego, vous mettez de côté. Rapidement, pour répondre à mon ami sur créer des applications IA inclusives, je veux vous dire que c'est déjà le cas. Quand on développe les applications, je pense que Tracy va me compléter, je vais dire les applications web, il y a déjà des attributs qui font que on met des informations pour les personnes, par exemple, qui ne peuvent pas voir, qui peuvent juste écouter. Lorsqu'on crée les designs, on design aussi en tenant compte des couleurs des personnes qui ne voient pas toutes les couleurs et ainsi de suite. Donc, déjà, votre iPhone a déjà ces fonctionnalités-là. Lorsque nous développons des applications, ces applications, on tient compte de cela. Donc, si vous êtes aveugle ou je ne sais pas comment, vous activez ces fonctionnalités, vous pouvez utiliser la majorité d'applications. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Félix, vous répondez sur les deux questions qui ont été posées par... Oui, mais aussi, j'aimerais compléter par rapport à la question sur les personnes en handicap. D'accord. Dans l'immédiat même, et c'est vrai que c'est dépendant d'un accès à la technologie, hein, de toute façon, parce que c'est de là qu'on est, et c'est clair que ce fossé existe encore, c'est-à-dire que les personnes en handicap sont aussi des personnes qui sont dans le manque ou dans la précarité souvent. Donc l'accès à la technologie peut poser problème. Mais imaginons maintenant qu'un organisme ou le gouvernement ou quoi que ce soit permette de faciliter l'accès à la technologie. Vous pouvez simplement avoir ChatGPT, le mode avancé, le mode payant. Vous pouvez activer la vidéo. Un non-voyant ou un malentendant active la vidéo. Il y a, avec une oreillette, lui dit ce qu'elle... La personne peut circuler ainsi. Ou alors d'autres applications qui peuvent être développées pour des malentendants qui ont besoin d'interagir avec des gens, où l'application automatiquement lui montre le langage du signe pour chaque mot ou chaque phrase que dit l'interlocuteur. Maintenant, par rapport au contexte congolais, ce que j'encouragerais moi à faire ici au développement local, c'est, puisqu'on parlait de la donnée tout à l'heure, c'est développer des solutions d'IA qui incorporent des API, mais mixées sur les langues en Kikongo, en Lingala, en Chiluba, pour que justement ces IA comprennent ces langues-là et puissent les traduire en langage des signes ou puissent aider la personne lorsqu'elle circule dans la rue. Donc, c'est possible. Déjà, là, maintenant, ça existe en français et en anglais, mais dans les autres langues, on devra juste faire un peu plus d'efforts pour les développer. Chers développeurs, il y a du travail pour vous, hein? Alors, les questions, l'IA nous abrutit ou bien... Non, d'abord, la question par rapport à l'emploi. Alors, pour être très brut, je dirais oui. Avec toute nouvelle technologie, il y a perte d'emploi. C'est vrai. Remonter sur 100 ans, on peut faire le tour de toutes les avancées industrielles. Il y a à chaque fois de la perte d'emploi. Mais à chaque fois, il y a un encouragement aux individus, aux employés, aux travailleurs de s'adapter à la technologie. Les personnes qu'on engage, je parle là aux États-Unis, pour distribuer du lait le matin aux portes. À quoi ça sert maintenant? Le tracteur a été inventé. On va au supermarché, on achète les briques de lait, on les met dans le frigo. Ces personnes-là ont perdu leur emploi, on va dire. Non. Peut-être qu'ils se sont réinvestis ou reformés pour être des gens qui travaillent dans le supermarché. Je donne un exemple. Donc, oui, il y aura perte d'emploi. Oui, il devra avoir réadaptation parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'emplois aujourd'hui. Moi, je vous le dis, je les vois. Je dis, cette personne-là, son emploi d'ici là ne servira absolument plus à rien parce que l'IA va tout faire à sa place. Et donc, cette personne-là, elle a intérêt à ce que je la forme pour lui montrer comment est-ce qu'elle peut, déjà avec l'emploi qu'elle a aujourd'hui, utiliser l'IA comme levier pour faire plus vite ou mieux que ce qu'elle faisait avant, ou alors pour avoir une perspective vers quoi elle peut se réorienter pour continuer à être compétitive et avoir un emploi. La question par rapport à, oui, l'abrutissement.
Alors, c'est une réalité. Des études très récentes, je parle de avril, mai 2025, démontrent bien que l'utilisation abusive et non contrôlée de l'intelligence artificielle, surtout chez les plus jeunes, en passant par les enfants, est très néfaste pour le développement cognitif. Donc, déjà, ne laissez pas vos enfants ou vos petits frères ou vos petites sœurs utiliser ChatGPT. Non, ne le faites surtout pas. L'enfant doit d'abord se développer dans la nature. Il doit vivre le monde externe. Il ne doit pas être devant des écrans. C'est à partir d'un certain âge qu'on commence à avoir une certaine maturité pour utiliser les ordinateurs et les tablettes. Sinon, il y a clairement une défaillance au niveau cognitif. Et vous ne voulez pas que les futurs dirigeants de notre pays de demain soient des abrutis simplement parce que l'IA ne les a pas appris ou ne les a pas aidés à penser. Voilà. Maintenant, d'un point de vue professionnel, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que quelqu'un qui a fait du vibe coding, vous êtes repassé par derrière. Et le vibe coding, c'est le fait d'utiliser l'IA même quand on n'est pas codeur pour faire du codage, hein, en gros. Vous êtes repassé par derrière, vous avez vu que ce qu'il avait fait, c'est n'importe quoi. C'est aussi quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup en formation. L'IA, c'est un levier, ce n'est pas une béquille, ça ne vous remplace pas. Ça veut dire que vous devez avoir une expertise de votre domaine pour bien utiliser l'IA. Parce que si vous n'avez pas cette expertise-là, l'IA ne va rien faire de plus pour vous. Au contraire, vous risquez de faire des bêtises. Donc, votre expertise doit vous donner le recul nécessaire pour observer les résultats que vous donne l'IA et vous validez. C'est aussi une compétence, et je complète par rapport à ce que j'ai dit au tout début lors de mon intervention, c'est une compétence importante que vous tous et nous tous devons avoir aujourd'hui, c'est la compétence managériale. L'art de donner des instructions ou de gérer ce que font les autres. Or, ici, maintenant, les IA sont devenus vos assistants. Elles sont là pour vous aider. Mais vous devez savoir leur donner des instructions et vous devez savoir valider ce qu'elles vous donnent en retour. D'où le fait que vous devez avoir une expertise, parce qu'un manager qui n'a pas l'expertise de ses employés n'est pas un bon manager. Il va mal évaluer ce que lui donnent ses employés. Pareil pour l'IA. Donc, si vous n'avez pas une expertise, OK, utilisez l'IA pour développer cette expertise, c'est-à-dire pour utiliser l'intelligence artificielle comme un pédagogue pour vous, un tuteur qui vous accompagne pour accumuler l'expertise. Comme ça, vous avez suffisamment de recul pour pouvoir mieux juger le domaine dans lequel vous avez appris. Merci beaucoup. Merci à vous tous, chers participants. On a vraiment débordé des temps. Je suis toute fière des interventions. Je ne sais pas si vous pouvez applaudir pour nous tous. Je vais demander aux panélistes de se lever et ça va être la fin de notre panel. Merci. Merci Anouarit, merci Christelle, merci Tracy, merci Félix. Surtout merci aussi Osni pour vos contributions. Vous pouvez vous approcher d'eux, comme ça vous prenez une photo des familles. C'était le panel sur la jeunesse congolaise, levier des transformations numériques et boussole du développement. Merci encore pour ces acclamations. Donc, merci pour vos contributions sur les enjeux de FinTech, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et les développements web. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une nouvelle pause. Cette pause est dédiée au déjeuner, puisqu'on est vraiment fatigué. Et on va revenir dans la salle très rapidement à 16h juste pour les quatrième et dernier panel de la journée. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre attention. On se retrouve très bientôt. Donc, vous allez sortir par là, toujours au même endroit, avec un nouvel emplacement.